Je commencerai par une citation. Depuis 24 siècles en Europe, le théâtre est aristotélicien. Aujourd'hui encore, en 1955, chaque fois que nous allons au théâtre, que ce soit pour y voir du Shakespeare ou du Monterland, du Racine ou du Roussin, Maria Casares ou Pierre Freinet, tels qu'ils soient nos goûts et de quelque partie que nous soyons, nous décrétons le plaisir et l'ennui, le bien et le mal, en fonction du moral séculaire, dont voici le credo. Plus le public est ému, plus s'identifie au héros, plus la scène imite l'action, plus l'acteur incarne son rôle, plus le théâtre est magique et meilleur est le spectacle. C'est Roland Barthes, à propos de Brecht, qui avait présenté à Paris Mutter Courage au Théâtre des Nations en 1954. Le discours de Barthes est volontairement polémique et fort élogieux à l'égard du théâtre épique. Mais il efface toute forme spectaculaire qui n'a rien d'aristotélicien. Brecht veut un théâtre populaire et il a puisé dans les sources populaires. Camus vise aussi au théâtre populaire quand il est inspiré du siècle d'or. Finalement, Brecht et Camus veulent captiver l'attention du public et stimuler une réflexion ou une prise de conscience à travers des moyens différents. Et Camus, dans une certaine manière, a répondu aux propos de Barthes, au Barthes du théâtre populaire, bien entendu. L'occasion se présente lors d'un entretien donné à France Soir en 1958. Je cite. Le théâtre de notre époque est un théâtre d'affrontement. Il y a la dimension du monde, la vie s'y débat. Il lutte pour la plus grande liberté, contre le plus dur destin et contre l'homme lui-même. Je suis pour la tragédie et non pour le mélodrame, pour la participation totale et non pour l'attitude critique, pour Shakespeare et le théâtre espagnol et non pour Brecht. Fin de la citation. Loin de résoudre une question si vaste comme celle des différentes formes de théâtre populaire, de plus en citant brièvement deux positions si lointaines l'une de l'autre, il est néanmoins possible d'imaginer que d'une part, le Barthes de théâtre populaire n'aurait probablement pas apprécié le Chevalier d'Olmedo, adapté et mis en scène par Camus, et qu'il n'aurait non plus s'était captivé par le théâtre dont il est question dans le colloque Camus le siècle d'or qui nous a réunis ici. La 6e édition du Festival d'art dramatique d'Angers se déroule entre le 21 et le 30 juin 1957 au château d'Angers, sous la direction artistique de Jean Marchas, qui à l'époque a quitté la direction du théâtre des Mathurins pour entrer à nouveau à la Comédie Française en tant que sociétaire. L'édition 1957 du festival prévoit un autre lieu de représentation dans la cour d'honneur du château de Plessis-Massé, à une dizaine de kilomètres d'Angers, où Jean Marchas porte à la scène « On ne badine pas avec l'amour » pour fêter le centenaire de la disparition de Demusset. Les deux autres spectacles qui composent le festival sont assurés par Camus avec Caligula, que l'auteur et metteur en scène, je cite, se réserve de modifier au cours des répétitions, mais qui ne subira, je cite encore, des modifications de contenu moral, car il ne s'agit pas d'une nouvelle version, mais d'une version remaniée, comme on l'apprend du Parisien libéré du 18 avril 1957. Je vous montre la couverture du programme de luxe du festival. D'après le programme du festival, Caligula est représenté dans l'enceinte du château d'Angers le 22, le 25, le 27 et le 30 juin. Voici la page du programme où on voit par contre la présentation du chevalier. Dans le même lieu, le Chevalier d'Olmedo devait être représenté 4 fois aussi. Le 21, le 23, le 26 et le 29 juin.
En vérité, la presse nous fait savoir que pour la soirée d'ouverture, il y a eu un événement inattendu. Je cite. Vendredi soir, au moment précis où les projecteurs faisaient jaillir de l'ombre les remparts du vieux château d'Angers, cadre du chevalier d'Olmedo de Lope de Vega, un orage d'une rare violence s'abattit sur la ville. Le décor arraché, la scène et les gradins inondés, il a fallu annuler la représentation. Fin de la citation. Il nous a fallu d'abord rétablir les dates de représentation. Par exemple, la première édition de la Pléiade de Quillot, on était dépourvu. Dans les éditions qui prévoient la distribution, il reste que le spectacle a débuté le 21 juin, alors que désormais on sait que le festival a commencé le 22 juin avec Caligula et que la première représentation du Chevalier a eu lieu le 23 juin 1957. Cela signifie que Camus devait occuper 8 soirées sur un total de 10 et qu'il aurait dû ouvrir avec le Chevalier et clôturer avec Caligula. Donc, il s'agit d'une véritable édition à l'enseigne de l'auteur et qui, quelques mois plus tard, sera le 9e Français à obtenir le prix Nobel pour la littérature. Une remarque de passage. Camus parle dans son cahier rouge mentionné par Quillot, je cite, de ne pas oublier le côté populaire. Il est possible que cette affirmation a été valable par les choix esthétiques, mais pas vraiment pour les prix du spectacle, qui n'étaient pas populaires. La location pour une place d'orchestre oscillait entre 1000 et 700 des anciens francs. La presse suit avec attention cette édition du festival, qui est représentée le 9 avril à Angers. Camus y arrive avec son plus grand succès au théâtre, Requiem pour une nonne, qui se joue à guichet fermé depuis le 20 septembre 1956 au théâtre des Mathurins. Le Chevalier d'Olmedo représente une exception dans le panorama des spectacles de Camus. Il existe peu d'études à son sujet car les sources sont très limitées, de même que les images. Les images que nous avons, c'est les images célèbres et nombreuses des répétitions qui ont eu lieu au théâtre de Verdure auprès Catelin au Bois de Boulogne à Paris. Et 2 images, il y en a peut-être d'autres, mais il y a 2 images du spectacle. L'une, malheureusement, d'une mauvaise qualité, je m'en excuse. Une pour la rencontre entre Inès et Alonso, qui pourrait être dans la 3e scène de la 2e journée, ou même dans la 13e scène de la 3e journée. L'autre image nous montre Alonso qui meurt dans les bras de Tello. Et là, il n'y a pas de doute, c'est la 22e scène de la 3e journée. Si on met de côté les notes de Camus, qui sont peu nombreuses, on l'a déjà dit, dans le fonds de Camus à Aix-en-Provence, de la bibliothèque Méjeanne, la source principale, est le recueil de presse qui compte quelques 30 documents entre articles et entrefilés, dont il ne sera pas question aujourd'hui. Et encore, si l'on met de côté les éloges adressés à Camus et les articles qui se contentent d'expliquer l'intrigue du Chevalier, les références à la mise en scène sont d'un nombre très réduit. Avant de continuer, je voudrais vous montrer encore 2 images. L'une se réfère au Chevalier d'Olmedo dans une vue d'ensemble qui montre enfin le château d'Angers. La deuxième dévoile un moment dans la même perspective que la précédente de l'autre spectacle de Camus, Caligula. Chevalier d'Olmedo, Caligula. Et je remarque certaines similitudes esthétiques qui sont dues seulement en partie au décor fixe et imposant. Ce qui reste dans la mémoire avec ces images, c'est le cadre d'un spectacle en plein air, avec les remparts du château, qui, d'après les chroniques, aurait contribué à la réussite du spectacle. Mais d'où vient chez Camus cette fascination pour le théâtre en plein air? Mettons de côté les origines culturelles et géographiques de Camus. Cependant, pour essayer de donner une réponse, je voudrais revenir à l'époque du théâtre du travail à Alger, quand Camus cherchait pour sa troupe des comédiens des modèles de référence pour monter ses spectacles. Au long de l'été 1936, Camus part en Autriche. Le voyage le portera à Prague
et en Italie pour enfin rentrer à Alger en septembre. À la mi-juillet, Camus fait étape à Salzbourg, où ils assistent à une représentation de Jedermann de Hugo von Hofmannsthal dans une mise en scène de Max Reinhardt, comme on l'a mentionné déjà hier Yves Germain. Rappelons que le festival de Salzbourg naît justement de la volonté d'Hofmannsthal, de Max Reinhardt et de Richard Strauss. La création de Jedermann date de 1920, avec plusieurs reprises, dont celle que Camus a vue. Depuis 1946, après la Deuxième Guerre, la pièce est reprise jusqu'à présent chaque année avec un metteur en scène différent. Je vous propose deux images d'éditions des années 30. Mais quel est le projet de Max Reinhardt pour son festival? Il veut retrouver l'esprit de représentation du Moyen-Âge. Il souhaite, comme dans le cirque Schumann, rassembler de nombreux spectateurs et leur révéler des belles œuvres, anciennes et modernes, dans une atmosphère de célébration religieuse et de fête. Max Reinhardt décide de monter Jedermann à Salzbourg et forme avec ses amis le projet de transformer la ville en théâtre. Après avoir fait éclater la scène traditionnelle, il s'évade d'un lieu fermé et cherche un cadre de plus en plus large. Jedermann raconte l'histoire d'un mauvais riche avide de plaisir. Il finit pour se repentir et est sauvé. Max Reinhardt donne la première le 22 août 1920 sur la place de la cathédrale. Voici une deuxième photo, toujours les années 30. Quelles ont été les réactions de Camus après avoir assisté au spectacle de Salzbourg? Dans une lettre du 26 juillet, il s'exprime ainsi. Je cite: « Je vous écris au sortir d'un mystère par Hofmannsthal et mise en scène par Max Reinhardt, Jedermann ou le jeu de la mort de l'homme riche. C'était joué sur la place de la cathédrale à 5 heures de l'après-midi. J'ai appris beaucoup de choses. Mais surtout, c'était étrangement émouvant. Vers la fin, c'était le crépuscule. L'homme riche mourait repentant. Et la foi, penchée sur la tombe, disait « Il est dénoué de tout, même de la vie. » Un grand silence et puis l'orgue et des chœurs de femmes. À ce moment précis, par un hasard prodigieux, des grappes de colombes se sont détachées des statues du fronton. Cela formait un des spectacles les plus remuants que j'ai vus. Fin de la citation. Naturellement, les détails reportés par Camus font songer à un certain nombre d'effets que les spectacles d'Angers ont essayé de reproduire. Mais pas seulement. Car si l'on s'arrête sur l'expression « corps de femme », la référence à l'état de siège est évidente. Pour la dernière partie de cet exposé, je voudrais vous présenter la conclusion du Chevalier d'Olmedo, mais pas une conclusion, 3. La première est évidemment celle qui nous a proposé Camus dans l'édition 1957. Là, je vous propose l'édition bilingue donnée par Françoise et Roland Labarre, qui montre la fidélité de Camus sur le texte de Camus. Donc, nous savons que Tello dénonce les deux assassins et le roi termine la pièce en décrétant leur mort, leur mise à mort. La deuxième fin vient d'un document et beaucoup plus énigmatique. Elle vient d'un document d'archives, d'une page manuscrite de Camus. Je cite cette page. C'est Doña Inès qui devait clôturer la pièce. Je cite. La mort, la mort, la mort. Non, il n'est pas mort. Il vit dans ce cœur déchiré. Ô cruel, violent Seigneur, qui m'arrache celui que j'ai tant aimé. Garde-moi la douleur dont j'ai besoin, la douleur qui lui rassemble maintenant. Qu'elle ne s'éteigne jamais,
qu'elle me brûle jusqu'à la foi, qu'elle me morde, pitié Seigneur, qu'elle me morde jusqu'à la mort comme elle fait en ce moment. Camus termine Fin du Chevalier d'Olmedo, 1957. La troisième version est plus articulée et plus complexe. Elle vient du fonds Camus de la bibliothèque Méjeanne, où je l'ai découverte, et en quelque sorte contient et développe les deux versions précédentes. Donc je reviens à l'édition bilingue de Françoise Labarre pour donner un point de repère. Camus rédige une page supplémentaire manuscrite où il donne à Rodrigo, enfin, davantage de la place. Après la condamnation du roi, il réplique « J'accepte ton arrêt. » Il le tutoie. « Je me prise la vie et l'honneur. Tout j'ai vécu. Pour obtenir cette femme, j'aurais dévasté le monde. Elle perdue, la vie n'est rien et je hais la lumière. Depuis toujours, j'appartiens à la mort. La terre seule, la terre profonde est ma partie. » Ensuite, il y aurait eu la réplique de Doña Inès et la condamnation définitive du roi. Dans cette version, troisième version, Camus laisse par contre la parole au roi, comme dans la pièce principale, mais en changeant les termes. Le roi aurait dû dire « La douleur est la reine du monde. Qu'elle termine aujourd'hui pour nous tous la tragédie, la tragique histoire du chevalier d'Olmedo. » Donc, je vous ai donné juste quelques éléments d'un travail en cours qui a pour sujet le spectacle du chevalier d'Olmedo de Camus. Pour conclure, la passion de Camus pour la pratique de la scène trouve dans le théâtre du siècle d'or une possibilité d'expression et qui se fonde sur une tradition artistique sévère, comme aime le définir l'auteur de La Peste. Je cite : « Il y a au moins des résistances artistiques, comme il y a chez d'autres des résistances morales ou religieuses. L'interdit, l'idée que cela ne se fait pas, qui m'est étrangère en tant qu'enfant d'une libre nature, mais présente en tant qu'esclave et esclave admiratif d'une tradition artistique sévère. Je n'ai vaincu cet abus que dans l'état de siège, ce qui explique la tendresse que je voue à cette œuvre généralement dédaignée. » Fin de la citation. Ici, Camus se réfère à la collaboration avec Jean-Louis Barrault pour l'état de siège, spectacle avec lequel il aurait voulu offrir au public une sorte d'auto sacramental, qui, comme désormais nous savons, est une forme spectaculaire majeure du siècle d'or. Mais celle de l'état de siège est une autre histoire, une histoire dont il sera question une autre fois. Merci de votre attention.